OTEP, chers frères et sœurs, et bienvenue à cette nouvelle communication. Aujourd'hui, j'ai souhaité aborder avec vous la question de l'origine du mot bantou, qui est un terme générique au sein des langues de la cuvette congolaise, au sein des langues de la cuvette éthiopienne, pour désigner les êtres humains. Cette communication, je l'ai fondée sur un livre récemment paru, intitulé Bantou, et actuellement disponible sur le site www.lulu.com. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai souhaité aujourd'hui saluer la mémoire du professeur Cheikh Anta Diop, sans qui tout ce qui va suivre n'aurait été possible. Vous connaissez tous sa vie, vous connaissez tous ses travaux, et j'ai en mémoire les paroles qu'il avait prononcées à la fameuse conférence de Niamey, où il mettait en quelque sorte au défi la jeunesse africaine de suivre ses recommandations et d'aboutir ou à une désillusion ou à la confirmation des thèses qu'il défendait à son époque. Naturellement, ce travail s'inscrit dans ce sillage pour rappeler pourquoi le professeur Cheikh Anta Diop avait raison d'attirer notre attention sur ce qu'il nommait alors la connaissance directe. L'un des moments phares de la carrière scientifique du professeur Cheikh Anta Diop a été le fameux colloque du Caire de 1974 sur le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture méroïtique. Toutefois, au sortir de ce colloque, il reste encore un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été tranchés. Car lorsqu'on ouvre par exemple les manuels d'égyptologie, les manuels de vulgarisation, il est commun de rencontrer la graphie KMT, ou translittérée Kemet, traduite par terre noire, en référence au limon transporté par le fleuve Nil et qui serait donc à l'origine du nom que porte cette civilisation qui va nous occuper aujourd'hui. Donc, nous lisons par exemple chez Silioti la chose suivante. Dans l'Antiquité, les Égyptiens appelaient leur pays Kemet, la terre noire, pour le différencier du désert ou d'Échret, la terre rouge, qui le borde à l'est et à l'ouest. Pour se désigner eux-mêmes, ils employaient le terme de Remetchen Kemet qui signifie peuple de la terre noire. Cette dernière était la région cultivable enrichie par le limon fertile que le Nil disposait lors de sa crue annuelle. Donc ce discours bien huilé en fait est celui qu'on rencontre habituellement lorsqu'on ouvre les manuels dits de référence et que l'on veut comprendre finalement à quoi renvoie ce nom qui sert à désigner de manière authentique la civilisation appelée égyptienne. L'école africaine, notamment ici avec le professeur Théophile Obenga, apporte une autre lecture de cette graphie. Donc Obenga écrit la chose suivante, Kemet, en copte Kémi, le pays noir, sous-entendu l'Égypte, le pays noir dans le sens concret et exact des mots, comme dans l'Afrique noire. Il s'agit de géographie humaine. On désigne dans l'un et l'autre cas le pays par la couleur raciale des habitants. Donc vous voyez qu'ici, il y a une forme de contradiction qui persiste entre les tenants de l'idée selon laquelle le terme Kemet, KMT, renverrait à la terre noire et certains autres qui disent que ce terme ou cette graphie renvoie plutôt à une population donc, qui serait noire, définirait plutôt une population noire. Voilà. Alors, ce qui est important maintenant de rappeler, naturellement, c'est que cette civilisation, naturellement, voici son nom authentique, mais qui s'écrit de plusieurs manières. Toutefois, il persiste une constance dans ce nom, c'est le signe que nous avons ici encerclé en rouge. Il s'agit de ce qu'on appelle un bilitaire, c'est-à-dire un signe qui qui produit en fait deux valeurs alphabétiques, donc le K et le M. C'est la raison pour laquelle cette graphie est translittérée KMT, donc, ou Kemet, si vous préférez. Alors, nous disons ceci. Le bilitaire Kem est un signe que d'aucuns associent à une peau de crocodile avec ses écailles, d'autres à un bout de charbon brûlant, contradiction qui s'accorde néanmoins à rappeler que ce signe tient invariablement le sens de noir. Donc ce qui est important aujourd'hui, ce sur quoi nous allons nous appesantir, c'est de rappeler que quoi qu'en disent les manuels d'égyptologie, qui prétendent parfois que ce signe
correspond à une peau de crocodile avec ses écailles, ou à un bout de charbon brûlant, c'est notamment le cas avec l'égyptologie allemande, on sait de manière effective que ce signe de toute manière renvoie à l'épithète noir, donc signifie noir, invariablement. C'est ce qui est important aujourd'hui car nous souhaitons nous émanciper de la polémique qui consiste à finalement ne pas s'accorder sur un signe quand on connaît par ailleurs son sens. Car avec cette graphie, vous allez vous rendre compte, on n'a même pas besoin d'aller à la polémique car c'est un peu une diversion puisque nous allons arriver à la réalité de cette graphie par un moyen tout à fait inattendu. Voilà. Alors, ce moyen inattendu, c'est le déterminatif de la graphie Kemet, que j'ai encerclé ici en rouge. Ce déterminatif est translittéré Newt dans les manuels de vulgarisation avec le sens de ville ou cité. Et je dis la chose suivante. Le déterminatif de la graphie est le signe O49 de la liste de Gardiner auquel les dictionnaires de référence, entre guillemets, donneront le sens de plan de ville. Le signe O49 est translittéré Newt dans les manuels de vulgarisation et traduit par ville, village, tout lieu habité. Donc, pour résumer, le signe, ici encerclé en rouge, prend le sens de ville, village, tout lieu habité lorsqu'il est représenté sur les papyrus, les bas-reliefs, etc. Et ceci de manière effective. C'est ce signe, en fait, finalement, que nous allons étudier pour arriver à la réalité de ce que c'est que ce nom authentique de la civilisation appelée égyptienne. Voilà. Alors, avant d'étudier de manière, j'allais dire littérale, le signe en question, je souhaite quand même rappeler ce que dit Diodore de Sicile à propos des caractères éthiopiens, car c'est comme ça qu'il les nomme. Diodore de Sicile le dit dans sa bibliothèque historique. Il dit la chose suivante. Afin de ne rien omettre de ce qui peut intéresser l'histoire ancienne, disons maintenant un mot des caractères éthiopiens appelés hiéroglyphiques par les Égyptiens. Et ce n'est pas en vain finalement que j'ai souligné cette phrase, parce que Diodore de Sicile dit ici que ces caractères sont d'origine éthiopienne, mais ils sont appelés hiéroglyphiques par donc, ce qu'il appelle en fait des Égyptiens, sachant naturellement que le mot égyptien était inconnu des Égyptiens eux-mêmes, entre guillemets, donc des populations qui sont ainsi désignées aujourd'hui dans les manuels de vulgarisation. Ces caractères ressemblent les uns à diverses espèces d'animaux, les autres aux membres du corps humain, d'autres enfin à des instruments mécaniques. Aussi, le sens de leur écriture n'est-il pas le résultat d'une réunion de syllabes, mais il ressort de la signification métaphorique des objets tracés, signification que l'exercice grave dans la mémoire. Ce que dit Diodore de Sicile, en fait, est tout simple, c'est qu'il rappelle que les caractères éthiopiens, ou l'écriture hiéroglyphique, si vous voulez, est d'abord est un système idéographique, c'est-à-dire est constitué d'idéogrammes. Les idéogrammes sont des symboles. Les idéogrammes sont des symboles qui rapportent à des idées ou essentiellement à des idées ou à des mots. Voilà. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il rappelle en fait que ces caractères, donc ces objets tracés, ont d'abord et avant tout une signification métaphorique. Ambition qui n'a pas été celle que suivront les académies européennes lorsqu'il fut question finalement de comprendre à quoi renvoyaient les signes gravés donc, dans les pyramides, les sarcophages, les papyrus, etc. Parce que quand vous avez une translittération comme celle qui est proposée ici, c'est-à-dire Newt, il s'agit là d'une succession de syllabes. Or, Diodore de Sicile rappelle que non, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas l'ambition du scribe lorsqu'il écrit. L'ambition du scribe est de produire en fait des caractères qui ne peuvent être interprétés que par le sens métaphorique qui leur est propre. Voilà. Donc c'est un peu ici que se situent les limites finalement des lectures actuelles que proposent les manuels d'égyptologie lorsqu'il s'agit de comprendre à quoi renvoient les graphiques qui sont représentés, parce qu'en fait, la translittération s'attache essentiellement à produire un système alphabétique. Or, naturellement, l'alphabet procède de l'écriture hiéroglyphique, mais cela est bien tardif au regard de l'histoire, car au départ, il s'agit d'abord et avant tout d'idéogrammes, et c'est ce système
idéographique qui permet de comprendre à quoi renvoient effectivement les signes qui sont gravés, les objets qui sont tracés. Voilà. Donc, maintenant, ce qui est important de considérer, c'est ce que nous avons sous les yeux. Alors, j'ai récemment abordé cette question avec des étudiants en leur posant la question de savoir, finalement, comment est-ce qu'ils décriraient le signe qu'ils avaient sous les yeux. Alors, j'ai eu plusieurs réponses. Certains m'ont dit donc une croix, un cercle dans lequel se trouve une croix, d'autres donc la tête d'un boulon, d'autres une roue, etc. C'était très intéressant. Et voilà en fait à quoi nous parvenons. Ce signe représente un cercle, évidemment, dans lequel s'inscrit une croix. Cela va sans dire. La croix illustre deux chemins qui se rencontrent. Donc c'est la raison pour laquelle on parle ici de plan de ville, car il s'agit de deux chemins qui se rencontrent. Le lieu ainsi décrit se dit carrefour en français, ou crossroad en anglais. Voilà, cross, donc la croix. Le Wanda présente panda, carrefour. Donc il s'agit maintenant ici de langue éthiopienne, puisque ces langues ont vocation à soutenir cette écriture qui est d'origine éthiopienne. Donc, pour connaître le sens du signe, il faut connaître les mots de ce qui est représenté dans les langues éthiopiennes, puisqu'il s'agit naturellement d'idéogrammes. Et que ces caractères gravés ont d'abord et avant tout un signe, un caractère métaphorique. Donc, c'est la raison pour laquelle, connaissant les mots, on peut interpréter de manière tout à fait objective le signe qui est représenté. Donc, je dis la chose suivante. Ce signe représente un cercle dans lequel s'inscrit une croix. La croix illustre deux chemins qui se rencontrent. Le lieu ainsi décrit se dit carrefour en français. Le Wanda présente panda, carrefour. Le Yao, lipanda, carrefour. Le Swahili, panda, carrefour. Ou le Ndamba, panda, carrefour. Ces mots désignent non seulement le carrefour, mais également la bifurcation, l'embranchement ou le croisement. Ces mots désignent non seulement le carrefour, mais également la bifurcation, l'embranchement ou le croisement. Maintenant ici, je rappelle une série pour montrer que ce terme est récurrent pour désigner la bifurcation, le carrefour, le croisement au sein des langues de la cuvette éthiopienne. Donc nous avons ici par exemple le ee, panda, bifurcation, le kibondé, panda, bifurcation, carrefour, etc. Quand je dis bifurcation, en fait, c'est bifurcation, carrefour, croisement, etc. Voilà. Nous avons le ngoni, panda, etc. Donc c'est un terme récurrent et générique pour désigner le croisement, le carrefour, la bifurcation au sein des langues éthiopiennes. Et c'est cette idée ou cette notion ou ce concept qui est décrit par le signe finalement translittéré Newt dans les manuels d'égyptologie. Alors pourquoi cela est important et pourquoi cela a servi à désigner la ville, la cité? Bon, c'est ce que nous allons maintenant découvrir. Nous disons ceci. Le Mavia, Manda, carrefour, qui est une variante de panda, etc. Donc le Mavia, Manda, carrefour, bifurcation, est un homonyme du Chiluba, Manda, vallée, donc la vallée. Le Chiluba offrira également Banda, vallée, qui est une variante de panda, croisement, carrefour, etc., qui est un homonyme du Kissi, Banda, carrefour, bifurcation. Ainsi, de la notion ou concept de carrefour, on aboutit à la notion ou concept de vallée. Cette relation fixe le thème générique de la civilisation qui s'établit toujours dans une vallée au bord d'un cours d'eau. Donc cela permet déjà d'entrer, de justifier du choix de ce signe pour nommer cette civilisation appelée égyptienne, puisqu'elle a pris naissance effectivement dans la vallée du Nil. Voilà, donc ce signe trouve comme première évidence le thème de la vallée, parce que ce n'est qu'un jeu d'homonyme, car cette croix qui est représentée à l'intérieur du cercle se dit panda, puisqu'il s'agit effectivement d'un croisement, d'un carrefour, d'une bifurcation. Voilà, donc panda ou banda. Banda en Chiluba, Chibanda, c'est la vallée. Voilà, donc ça c'est une première évidence. Maintenant, le Swahili panda, bifurcation, carrefour ou croisement, est une variante phonétique de pandé dans la même langue qui signifie lieu, endroit, place. Ok? Donc je reprends. Le Swahili panda, bifurcation, carrefour ou croisement, est une variante phonétique de pandé, lieu, dans la même langue.
Donc lieu, place, endroit, etc. Cette première relation permet d'établir le lien entre le croisement décrit par le signe O49 et la notion de ville ou de lieu habité. Car la ville, c'est une place, c'est un lieu, c'est un endroit. Maintenant, nous ajoutons ceci. La croix se nomme Mbaza en Bassa, Mbaza en Douala. Le Sukuma propose Baza, carrefour, bifurcation, croisement. Ces termes paraissent comme des variantes phonétiques du Kikongo, Banza, la ville, le village, le lieu habité. Le Kirundi offre Banza, lieu construit, lieu habité. Aussi verrons-nous que le Kisi, Banda, croisement, n'est qu'une variante effective du Kikongo, Banza, ville, village, par le passage du D au Z qui est courant au sein des langues de la cuvette congolaise. Donc, ceci en fait est très important, car on s'aperçoit que cette croix qui est représentée à l'intérieur du cercle et qui correspond donc au signe O49 traduit ville, cité dans les manuels de vulgarisation, en fait se dit Mbaza, Mbassa. Ça c'est le terme Mbassa pour nommer la croix. Mais que ce mot Mbaza, Mbassa, ce n'est qu'une variante du Kikongo Mbanza, qui veut dire la ville, le village, le lieu habité. Donc voilà pourquoi nos ancêtres utilisent ce signe pour décrire le lieu habité, la ville, le village, etc. Voilà pourquoi ce signe est omniprésent donc comme en tant que déterminatif pour désigner les villes au sein de la vallée, dans la vallée du Nil. Bon. Maintenant, nous ajoutons la chose suivante, et c'est là que ça va quand même prendre une dimension relativement intéressante, c'est que le Kinga innove. Hein? Le Kinga, c'est toujours l'objet qui est représenté, c'est-à-dire la croix. Le Kinga innove avec Uwuma, la bifurcation. Le Toro offre Euma, la bifurcation, le croisement, le carrefour. L'Embu dira Uma, bifurcation, croisement, carrefour. Le Gwere, Vuma, bifurcation, carrefour, etc. Les Kegusi, Uma, bifurcation, et le Runyoro, Euma, bifurcation. Ces mots ou ces termes deviennent les variantes du bassa Oma, qui signifie endroit, lieu, place. Pluriel Baoma, les endroits, les lieux, les places. Forme qui aura prospéré avec les langues sémitiques et notamment l'arabe, qui présente Oumma, communauté, nation, collectivité. Bon. Je reprends. Le Kinga innove avec Uwuma, bifurcation. Le Toro offre Euma, bifurcation, croisement, carrefour, etc. L'Embu dira Uma, bifurcation. Le Gwere, Vuma, bifurcation. Les Kegusi, Uma, bifurcation. Et le Runyoro, Euma, bifurcation. Ces termes deviennent les variantes du bassa Homa, endroit, lieu, pluriel Baoma, les endroits, les lieux, les places, forme qui aura prospéré avec les langues sémitiques et notamment l'arabe qui présente Umma, communauté, nation, collectivité. En fait, ce que j'ai dit ici est d'une importance cruciale car il peut venir à l'idée de certaines personnes de prétendre que c'est plutôt l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que c'est le Bassa qui a emprunté le terme Oma à l'arabe, ce qui est une impossibilité dès lors qu'on connaît même l'histoire du peuple Bassa, qui n'a jamais connu de proximité d'une quelconque manière que ce soit, sauf dans la vallée du Nil naturellement, avec les populations eurasiatiques, notamment les Arabes. Parce que les Bassa ne sont pas musulmans, ils n'ont pas, voilà. Donc on ne peut pas le prétendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même le sens de l'histoire. C'est-à-dire que l'humanité est quand même née en Afrique et que cette humanité n'était pas muette. Donc, lorsque vous rencontrez ces proximités phonétiques, il ne faut pas faire de l'histoire à rebours et prétendre que ce sont les Arabes qui, de fait, ne sont pas natifs du continent noir, qui auraient donc apporté ce mot. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'insiste pas sur ces points parce que ça me paraît une évidence. Ça me paraît une évidence et chacun saura de toute manière tirer ses propres conclusions. Donc, ces termes deviennent les variantes du bassa Homma, endroit, lieu, pluriel Baoma, les endroits, les lieux, les places, forme qui aura prospéré avec les langues sémitiques et notamment l'arabe qui présente Umma, communauté, nation, collectivité. Alors, c'est ce croisement, cette croix, cette bifurcation
ce carrefour qui soutient cette idée, puisque nous aurons notamment le Runyoro et Uma qui prend ce sens, c'est-à-dire bifurcation, croisement, carrefour, etc. Ceci étant dit, revenons maintenant à la graphie Kemet, qui se trouve simplifiée de cette manière, parce que vous savez, quelquefois, le hibou n'est pas présent, mais le mot reste le même. Donc, ça veut dire que ces signes ici représentés servent déjà à rendre compte du nom, finalement, de cette civilisation qui nous occupe. Et je dis la chose suivante. Cette relation permet de tracer les contours objectifs de l'analyse qui consiste à associer la graphie KMT, translittérée Kemet, à la terre, plutôt qu'à une population, puisque l'arabe Umma ne fait aucunement allusion à la terre, mais bien à une population, à une communauté d'hommes et de femmes. Puisque nous connaissons le sens objectif du militaire Kem, qui signifie noir, et que cette croix renvoie à une communauté avec le Bassa et à une place d'abord, puisque c'est une place, cette civilisation est décrite par c'est un pays, c'est une nation, mais qui prend également le sens comment dire, avec les variantes que j'ai présentées tout à l'heure, notamment avec l'arabe Oumma, parce que l'arabe Oumma va désigner finalement donc la nation, la collectivité, on arrive bien aisément à comprendre à quoi renvoie cette graphie, puisque le signe, le déterminatif, renvoie à la communauté, à la population, et que le militaire renvoie à la couleur noire, elle serait traduite tout naturellement par les communautés noires, les nations noires, lorsqu'il y a comme ça, comme vous voyez, c'est avec la graphie, finalement plusieurs signes O49, donc qui renvoient à plusieurs nations, mais qui désignent en fait cette civilisation qu'on appelle l'Égypte pharaonique. Ça signifie donc les communautés noires, en référence en fait aux différentes villes qui constituent cette nation. Donc les communautés noires, le pays noir, les nations noires, les collectivités noires. C'est ce que cela signifie objectivement. Et toute discussion n'est même plus possible. Naturellement, je n'ai même pas parlé ici de la galette de pain, qui est une désignance pour la forme féminine, comme vous savez, donc qui renvoie au féminin, qui signifie simplement que ce mot est un féminin. C'est pour cette raison que je n'insiste pas là-dessus, car comment dire, les signes importants pour cette graphie sont le signe O49, donc qui présente en fait un cercle dans lequel se tient une croix, et le militaire Kem, qui signifie noir. Donc, et la lecture que nous proposons, qui est une lecture objective, permettrait de lire convenablement cette graphie, et donc qui renverrait donc aux communautés noires, à la nation noire, etc. Donc à une géographie humaine, comme le précisait le professeur Théophile Obenga. Naturellement, ceci ne s'arrête pas là, car nous allons quand même arriver à des choses intéressantes sur cette base. Il faut savoir que l'arabe Umma est vraisemblablement issu du bassa Omma, lieu, place, endroit, ça nous l'avons dit. Le même terme mène en anglais home, c'est-à-dire le foyer, la maison, la famille. Et cette relation est tout à fait naturelle, comme je l'ai dit, puisque de toute évidence, le langage est né en Afrique. Donc on ne peut pas prétendre que le bassa a pris Homma chez les Anglais, hein, parce que c'est tout à fait récemment qu'il y a eu ces contacts. Donc on ne peut pas le prétendre, ça n'a pas de sens. Donc c'est depuis l'Égypte pharaonique que ces mots sont passés dans le langage eurasiatique, en fait. Parce que la notion de foyer, de maison est particulière, puisqu'elle est liée à la sédentarisation. Et que vous savez que les peuples eurasiatiques sont historiquement des nomades. Donc, c'est une notion qui fut nouvelle pour eux. Et le mot, en fait, pour désigner la maison, le foyer, était nécessairement un mot de sédentaire, c'est-à-dire d'Éthiopien. Donc, c'est comme ça que les choses se sont passées, en fait, pour dire les choses simplement. Voilà. Donc, ce signe renvoie aussi naturellement à la question donc, du foyer, de la maison, de la famille. Et on parle naturellement ici toujours d'une géographie humaine. Donc, lorsqu'on dit Kemet, la terre noire, cela n'a pas de sens objectif. Et tous ceux qui le disent doivent comprendre que la supercherie est terminée. Comme le disait le professeur Cheikh Anta Diop, la connaissance égale, c'est la vérité qui triomphe. Ceci est clair. Donc, ils peuvent continuer de le dire, parce qu'il faut bien remplir les livres, mais objectivement, il faut s'émanciper de cette manière de voir les choses, parce qu'elle est purement idéologique. Elle ne procède pas d'une étude objective des hiéroglyphes. Voilà. Maintenant, on rencontre des graphies intéressantes, notamment celle-ci, hein, qui prennent le sens donc de citadins et d'habitants de la ville, donc représentés par le signe
translittéré Newt dans les manuels d'égyptologie, c'est-à-dire le signe O49, est accompagné donc d'un personnage et parfois d'un homme et d'une femme avec les traits du pluriel. Donc pour dire les citadins, les habitants de la ville. Alors ce signe est translittéré Newtiu, qui est un barbarisme. Hein, mais c'est ainsi dans les manuels d'égyptologie que les choses se font. Donc on va pour l'instant s'en tenir par convention. Mais voilà, on trouve en fait le signe que nous décrivons depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le signe O49, donc qui renvoie à la communauté, etc., etc., et aussi à la ville, à la cité, accompagné donc d'hommes, et d'une part, et puis de femmes d'autre part, avec les trois traits du pluriel pour dire que c'est un pluriel, donc pour dire que c'est une communauté donc, qui vit dans une ville, donc pour dire les citadins, etc. Bon. Maintenant, je vais vous demander d'être attentifs, parce que nous allons découvrir finalement quelque chose d'extraordinaire, tout simplement. Le Swahili Pandé, lieu. Le Sukuma Ipande, le lieu, la place, l'endroit. Le Tuki Pando, le lieu, la place. Et le Rufiji Pandu, le lieu, la place, sont des variantes du Kibondei, Panda, croisement. Donc cette première phrase permet de vérifier que nous sommes toujours dans le même registre, celui de la croix amenée par le signe O49. Ensuite, le Rufiji Pandu, lieu, place, est la variante du Rwanga, du Rungwa, à Pantu, lieu, place, endroit. Ce n'est qu'une variante phonétique, puisque le D devient un T. Ok? Je reprends. Le Rufiji Pandu, lieu, place, est la variante du Rungwa, à Pantu, lieu, endroit, place. Le Rombo dira Andu, place, endroit. Le Shubi, Ahantu, lieu, place, endroit. Le Vinza, Ahantu, lieu, place, endroit, qui seront des variantes phonétiques du Kinyarwanda à Bantu, les hommes, de l'Herero à Bandu, les hommes, du Kikongo, Bantu, les hommes, et du Mongo, Banto, les hommes. Le Zoulou propose à Bantu, gens, peuple, citoyenneté. Le Tswana, Batu, peuple ou nation. Le Chiluba, Buntu, peuple, nation, humanité. Le singulier du Kikongo, Bantu, les hommes, est Muntu, homme, ce qui donnera à l'être humain des traditions éthiopiennes d'être défini par la notion de communauté, de ville ou de cité. Il est le produit de la civilisation et non un produit physiologique, comme le prétend la paléontologie, puisque la paléontologie a amené le processus d'hominisation pour dire que nous descendons du singe, ce qui n'a jamais été une question pour nos ancêtres, puisque nous avons des cosmogonies pour expliquer la naissance de l'humanité. Pourquoi les cosmogonies? Parce que la cosmogonie situe déjà l'homme dans un processus de civilisation. Ok? Voilà. Donc, celui qui n'est pas dans la cité, dans la civilisation, du point de vue même de ce que nous décrivons ici, ne peut pas être considéré comme un être humain. Du point de vue de nos ancêtres, ça je le rappelle, ce ne sont que des faits, je ne fais que les dire de cette manière. Motif pour lequel nous rappellerons que l'homme n'est pas un produit physiologique, mais le produit de la civilisation. Donc, la graphique que je présente ici se lit Bantu en vertu de ce que je viens de rappeler. Mais en égyptologie, le sens retenu est citadin habitant de la ville. C'est-à-dire que le mot Bantu, c'est le terme générique pour désigner les hommes dans la cuvette congolaise, dans la cuvette éthiopienne. Autrement dit, l'homme est d'abord un produit de la civilisation, c'est-à-dire du lieu organisé. C'est ce que cela veut dire en fait. Okay? On ne conçoit pas l'humanité en dehors de ce fait, au sein des traditions éthiopiennes. Et voilà l'origine en fait de ce mot Bantu que nous utilisons aujourd'hui donc pour se définir. Et puis l'ethnographie coloniale en a fait des sémi-Bantu, c'est vraiment, bon. Je reprends. Le Swahili Pandé, lieu, le Sukuma Ipande, lieu, place, le Tuki Pando, lieu, place, le Rufiji Pandu, lieu, place, sont des variantes du Kibondei Panda, croisement. Le Rufiji Pandu, lieu, place, est la variante du Rungwa à Pantu, lieu, endroit, place. Un thème amené par le signe O49, qui paraît donc dans la graphie que je représente ici. Bon. Le Rombo dira Andu, place, endroit. Le Shubi, Ahantu, lieu, place. Le Vinza, Ahantu, lieu, place.
qui seront des variantes phonétiques du Kinyarwanda, Abantu, les hommes, de l'Herero, Abandu, les hommes, du Kikongo, Bantu, les hommes, ou du Manga, Banto, les hommes. Le Zoulou propose Abantu, genre, peuple, citoyenneté. Le Tswana, Batu, peuple ou nation. Le Chiluba, Buntu, peuple, nation, humanité. Le singulier du Kikongo, Bantu, les hommes, est Muntu, c'est-à-dire l'homme. Ce qui donnera à l'être humain des traditions éthiopiennes d'être défini par la notion de communauté, de ville ou de cité. Il est le produit de la civilisation, motif pour lequel nous rappellerons que l'homme n'est pas un produit physiologique, mais le produit de la civilisation. Voilà. Les graphistes Sio, que je représente ici, se liront Buntu, Bantu, Abantu, traduisant invariablement citoyen, homme, peuple au sein des langues de la cuvette éthiopienne. Cette lecture est amenée par le signe O49, décrivant une place, un lieu nommé Apantu en Rungwa, Pandu en Rufiji. Les signes d'Embélé proposent Ubuntu, humanité, nature humaine. Voilà. Donc c'est de cette manière que nos ancêtres en fait ont défini la question de l'humanité. Donc l'homme ne se conçoit pas en dehors de la cité, en dehors d'une origine, en dehors d'un village. Voilà. Et naturellement, tout ceci est en relation immédiate avec la question de la sédentarisation, puisque le village suppose d'être sédentarisé. Voilà. Donc c'est un peu comme ça, finalement, qu'il faut comprendre le terme bantou, car ici, nous trouvons en fait l'origine de ce mot. Voilà. Et ce n'est qu'un jeu d'homonymie. Je ne sais pas, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais le mot bantou est amené par le signe O49, qui renvoie à la cité. Parce que Apantu, c'est le lieu, la place, l'endroit. Donc, ce n'est qu'une relation d'homonymie. Et comme je le rappelle depuis quelques mois maintenant, le système hiéroglyphique est fondé sur un système d'homonymie. Voilà, donc c'est le lexique éthiopien qui permet de soutenir en fait cette écriture. Le carrefour se nomme Kanda, Ambassa, donc on dira l'Ikanda, le carrefour. Donc le carrefour se nomme Kanda, Ambassa. Ce terme forme, parce que le li est un préfixe de classe. Donc c'est cette raison que ici je l'enlève parce que je sais que ce n'est pas le mot. Le mot même c'est Kanda. Le li c'est un préfixe de classe. Donc quand le Bassa dit l'Ikanda, en fait le terme c'est Kanda. C'est pour cette raison que je l'enlève et je mets un trait à la place pour bien souligner ce fait. Le carrefour se nomme Kanda, Ambassa. Ce terme forme le nom générique de la maison au sein des langues éthiopiennes. Nous avons donc le Kami, Ganda, le Kutu, Nganda, etc. Donc c'est le nom de la maison. En vertu de quoi? En vertu du signe ici représenté, qui représente donc un carrefour, c'est-à-dire une croix ou un croisement, donc la croisée des chemins, en fait, en réalité. Donc la racine, il ne faut pas perdre ceci de vue, c'est bien important, et la linguistique sait l'attester. La racine de cette série que je décris ici, donc le Rungu, Ganda, etc., pour dire maison, c'est Nda, c'est-à-dire maison. C'est ça la racine, c'est cela la racine de ce mot, qui devient le nom générique de la maison. Hein? Le nom générique que la maison prend dans certaines autres langues éthiopiennes. Donc ici, je présente donc les séries et que chacun saura parcourir naturellement. Donc nous avons le Wolof Ndabot pour dire la famille, le Bassa Ndap pour dire la maison, la famille, le Sango Nda, la maison, les Ton Nda, la maison, les Wondo Nda, la maison, le Douala Ndabo, la maison, le Lingala Ndako. Ce ne sont que des variantes hein, sur cette même racine, qui est donc amené par le signe O49, donc qui sert à désigner la ville, la cité, etc. Donc avec le sens aussi de maison, comme l'atteste ici le Baka, Nda, maison, et puis le Serer dira Ndap, le grenier, parce que nous sommes ici dans un système agricole, bien évidemment, puisqu'il est question de sédentarisation. Donc voici en fait les séries, chacun saura parcourir ces séries, et vous verrez par exemple que le Douala va dire Ndabo, maison, mais le Zoulou dira Indao, qui est une variante de Ndabo, pour dire le lieu, la place, l'endroit. Ce qui prouve que, en fait, cette série fait référence au signe O49 que nous décrivons depuis tout à l'heure. Bon. Maintenant, cette communication ne peut pas être complète si on n'aborde pas la graphie KMT, translitérée Kemet, dans son ensemble. Parce que j'ai dit que le militaire Kem et le signe O49 suffisait à rendre compte de cette graphie, comme on l'a vu précédemment, et rendait donc compte de finalement ce qu'on pourrait appeler la communauté noire, les nations noires, etc. C'est ça le thème en fait de ce mot qui est traduit par Égypte dans les manuels de vulgarisation. Okay. Donc d'un côté, vous avez donc
Kemet ou KMT, donc le pays, et puis d'un autre côté, vous avez le peuple. Et on a toujours présent ici le signe, le militaire Kem, donc qui de manière tout à fait invariable, signifie noir. Donc, comment traduirait-on cette graphie? Ce n'est pas le peuple de la terre noire, ça c'est vraiment, c'est faire ce n'est pas cela. Je vais juste m'arrêter de le dire parce que ça me paraît donc une évidence. Parce qu'il faut à un moment donné passer à autre chose, puisque nous n'avons pas le temps de nous appesantir aussi sur ce genre de choses qui en fait constitue un peu une perte de temps. Donc, c'est le peuple noir, tout simplement, d'une manière tout à fait objective. Puisque l'homme et la femme renvoient au thème bantou que j'ai montré tout à l'heure. Bon, disons ceci. Après avoir décrit le signe O49, donc translitéré Newt, qui sert de déterminatif à la graphie KMT, translitéré Kemet, il reste à définir quel sens trouve le hibou qui paraît dans cette graphie. Ce rapace nocturne se nomme Kutu dans la cuvette congolaise. Nous aurons notamment le Ladi Kutu, Ibu, le Chiluba, Mukute, donc Kute, Ibu, le Djevove Kutu, Ibu, et le Yombe Kuti, Ibu, qui sont attestés. Nous verrons que le Ladi Kutu, Ibu, est un homonyme du Bobangi Kutu, la peau, auquel s'ajoutent donc des correspondances. Et nous avons ici une série tout à fait édifiante pour rappeler que ce Ibu-là renvoie à la question du phénotype. Donc, cela ne fait que conforter finalement l'idée suivant laquelle cette graphie renvoie à une géographie humaine, à une communauté d'hommes et de femmes. Voilà, parce que le terme Kutu, le nom du hibou, puisqu'il s'agit ici d'un idéogramme, je le rappelle, parce que le symbole renvoie toujours à un concept. Ça, il ne faut jamais perdre ceci de vue, car la valeur métaphorique est celle qui prime. C'est la raison pour laquelle, quand nos ancêtres représentent le hibou, ils savent très bien que le hibou s'appelle Kutu. Mais ce mot renvoie à la peau, hein, à la question du phénotype. Et on trouve naturellement avec cette graphie le signe, donc le militaire Kem, qui signifie noir de manière invariable. Donc, on est en train de vous parler ici de peau noire. Bon. Et nous avons par exemple ici le badje, les Kutsi. Donc la peau, c'est le nom du hibou. Le biquet, les coudes, donc une variante, c'est la peau, etc., etc. Chacun peut parcourir donc cette liste avec moi. C'est un thème qui est récurrent au sein des langues éthiopiennes. Et nous avons notamment le yata, qui va dire utu, donc une variante de kute ou kutu, qui signifie peau, corps d'un vivant, couleur, le teint. Donc, pour préciser, encore une fois, qu'il n'y a pas de distraction sur cette correspondance et que c'est effectivement cela. Et nos ancêtres en avaient parfaitement conscience. Il n'y a qu'aujourd'hui où nous avons perdu la mémoire et puis il y a une littérature qui a vocation un peu à nous embrouiller parce qu'elle-même ne sait pas de quoi il est question, puisque la lecture que j'amène est tout à fait novatrice. La manière dont nous lisons maintenant les hiéroglyphes, c'est tout à fait novateur. Et c'est cela le véritable déchiffrement des hiéroglyphes. Il ne s'agit pas d'aligner un alphabet ou de nous faire des systèmes alphabétiques pour prétendre que on a translittéré, on a compris. On ne comprendrait rien de cette manière. Ça, c'est une certitude, puisque c'est un système idéographique. Donc, c'est les idéogrammes, donc la valeur métaphorique qui prime. Donc, nous avons donc cette série donc, qui permet de rappeler que ce hibou renvoie donc au thème de la peau, au teint, à la couleur. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on associe donc, le hibou au militaire Kem, nous parlons ici de peau noire, de couleur noire. Donc, cette communauté se définit comme étant un peuple noir. Cela est tout à fait clair. Bon. Et, au cas où nous aurions eu une forme de distraction, parce que c'est ça qui fait la puissance des hiéroglyphes, c'est-à-dire que ce n'est qu'une succession du même thème, et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un effort qui est vraiment, c'est quelque chose de remarquable. Parce que nous allons constater que le bassa va dire kanda, carrefour, ça je l'ai dit tout à l'heure. Donc carrefour, bifurcation, croisement, embranchement, etc. Donc le bassa kanda, carrefour, bifurcation est un homonyme du kibondé kanda, qui désigne encore la peau. Donc vous voyez que même si on enlève le hibou, comme nos ancêtres l'ont souvent fait pour désigner donc cette nation, le signe O49 qui rend compte du croisement, du carrefour, renvoie également au thème de la peau. Et vous savez que ce signe, je l'ai rappelé, donc renvoie au bassa Omma pour les lieux, les endroits, donc finalement, qui mènera à l'arabe Oumma, pour dire la communauté. Donc, même quand on enlève le hibou, parce que c'est souvent le cas, nous avons encore la notion de peau qui est rappelée par ce signe. C'est pour cette raison que nos ancêtres parfois simplifient le signe, car le hibou, si on connaît les langues, n'est pas nécessaire.
Ce n'est qu'un complément qui permet de préciser. Il n'est pas inutile, je vais le montrer tout à l'heure, mais parfois, il n'est pas nécessaire quand on a compris comment ça fonctionne. Voilà. Alors, donc, c'est cela. Donc, nous avons ici une série. Donc, ce sont des homonymes du bassa Kanda, Carrefour, dans le kibondé Kanda, la peau, etc., etc., etc. Donc, c'est le thème générique de la peau, hein, qui permet de rappeler que nous avons ici affaire donc, à une communauté noire, puisque la question de la couleur est amenée par le militaire Kem, qui, de manière invariable, je le répète encore une fois, signifie noir. Bon. Et je dis ceci. Le Gweno, Kondé, Po, qui est une variante donc du Kibondé Kanda, la peau, est la variante phonétique du Kibondé Gondé, qui signifie jardin, plantation. Jardin, plantation. Parce que nous avons ici une relation avec le thème de l'agriculture, il ne faut pas l'oublier, et que nous sommes dans un registre naturellement de sédentaire, dans une comment dire, cette graphie soutient le thème de la sédentarisation. Bien entendu, puisque la civilisation n'est pas possible sans la sédentarisation. Donc la pratique de l'agriculture, tout naturellement. Et la raison pourquoi je dis ceci, c'est parce que l'importance du hibou va être précisée tout de suite. Le hibou se dit kun en bassa. Okay? Plutôt que kutu, le bassa va dire kun. On croit que c'est différent, qu'on est perdu. Ce n'est pas le cas, absolument pas, parce que ce n'est que ça permet simplement de préciser quelque chose d'important. Le hibou se dit kun en bassa, le kuna madira ukuna, hibou. Enfant, kuna traduit champ, plantation. Et le chokwe offre kun, plantation. Donc une série en découle. Et je présente la série. Donc nous avons ici le doigt là qui va dire ngon, plantation. Le mbede, ngunu, la plantation. Le bundu, kun, planté. Le kikongo, kuna, planté, semé, ensemencé, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que nous sommes ici dans un registre qui décrit effectivement l'agriculture, donc la civilisation, la sédentarisation, etc. Puisque cette civilisation a eu deux tuteurs qui sont Osiris, entre guillemets, et puis Isis, entre guillemets, qui sont les tuteurs de la civilisation. Et que leur enfant, appelé Horus, est la personnification du monde organisé, du monde organisé. Voilà. Donc en Kikongo, Kunda désigne le domicile ou le gîte. Vous voyez? Donc, ceci ne fait que préciser le thème amené par le déterminatif, qui est le signe O49, okay? Qui veut dire maison, etc. Ça, on l'a déjà vu, donc je ne vais pas trop insister. Donc, en Kikongo, Kunda désigne le domicile ou le gîte, le registre auquel s'associe la graphie KMT, translittérée Kemet. En Lingala, Kunda désigne le sépulcre, le cimetière, notions qui soutiennent le thème de la sédentarisation. Donc, et c'est pour cette raison que vous avez, notamment avec la littérature abrahamique, le thème du jardin, qui paraît déjà avec les textes de la Genèse. Ce jardin, ne vous y trompez pas. Nous sommes en train de parler ici du continent éthiopien, du continent noir. Ça, c'est une évidence, puisque la science même, entre guillemets, vient corroborer le fait que l'homme est né en Afrique, entre guillemets. Alors, à force de mettre des guillemets, on va plus s'en sortir, parce que finalement, il faut employer nos mots aussi. C'est un peu ce qu'on peut dire. Mais bon, pour l'instant, disons ceci comme ça par convention. Voilà, donc, c'est cela. C'est un peu ce qu'on peut dire à propos de cette graphie. Voilà. Donc, et je précise maintenant que il ne faut pas oublier que nous avons quand même un seigneur qui est à l'origine, finalement, d'après la tradition, de cette civilisation. Et c'est tellement important que je ne sais pas si je donne ce sentiment. Parce que il faut quand même réaliser de quoi nous sommes en train de parler. Car si vous savez qui est Osiris, je pense que, voilà, si vous savez qui est Osiris, on est déjà bien avancé, quoi, parce qu'il touche à tous les domaines, notamment aux religions qui nous occupent aujourd'hui dans nos églises, nos mosquées, etc. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, souvent qui fâche, donc on ne va pas aller sur ce terrain-là. Alors, outre de signifier lieu, le Swahili, Kipande, ou Pande, parce que le ki, c'est le préfixe de classe. Donc, outre de signifier lieu, le Swahili, Kipande, ou Pande, trouve également le sens de fragment, morceau, partie, pièce, part. Ok? Je reprends. Outre de signifier lieu, le Swahili, Kipande, d'une variante de panda, qui signifie carrefour, etc., de banda, Chiuba, qui signifie la vallée, etc., etc., etc.
Outre de signifier lieu, le swahili kipande trouve également le sens de fragment, morceau, partie, pièce, part. Le swahili pandé, lieu, fragment, part, est la variante de kimbu, panda, croisement, carrefour, bifurcation, ce qui permet de rejoindre le signe O49 qui sert de déterminatif à la graphie KMT translitéré Kemet. La croix qui entre dans le signe O49 correspond au signe Z10 qui propose des variantes. On va voir des variantes tout à l'heure. Je vais présenter le signe 10, Z10 tout à l'heure, mais je vais quand même insister ici sur un aspect que peut-être certaines personnes ne retiendront pas, parce qu'il faut quand même avoir des références pour savoir l'importance de ce que je suis en train de dire. La Passion d'Osiris raconte que Seth, appelons-le ainsi, organisa un banquet durant lequel Osiris fut piégé. De fil en aiguille, l'histoire est un peu longue, pour faire court, Osiris sera finalement découpé en 14 morceaux. Donc, le thème du morceau est ici très important. Donc, ce n'est pas en vain que nos ancêtres font la relation entre le signe qui sert à déterminer la nation et la notion de morceau, de fragment, de partie. Ce n'est pas en vain, car nous sommes ici dans des correspondances qui naissent en fait de ce corpus que nous appelons la passion d'Osiris, c'est-à-dire division du corps d'Osiris en plusieurs morceaux, qui à l'époque étaient 14, mais ça a évolué avec le temps puisque les villes et puis les unités administratives appelées Sepat ou Sepaout, si vous voulez, ont aussi évolué naturellement. Bon. Donc ici maintenant je présente donc le signe Z10, qui en fait est ce signe que nous rencontrons avec le signe O49 à l'intérieur du cercle. C'est le même signe en fait. Hein. C'est une association de deux signes dans le cercle et le signe Z10. Mais le signe Z10 que je représente ici n'est qu'une variante du Z11, du Z11B, qui représente en fait la croix. J'ai souvent parlé de la croix dans une communication récente où j'ai décrivé finalement ce qu'on peut entendre par la crucifixion d'Osiris. Donc je ne vais pas y revenir. C'est simplement pour vous dire que la notion de tombeau ici est éminente. Car encore aujourd'hui, dans les cimetières, qu'est-ce qu'on rencontre? Ce sont des croix qui soutiennent le thème du tombeau. Naturellement, ceci vient de ces représentations que je suis en train de décrire ici. Bon. Cette croix représente les tombeaux d'Osiris, édifiés par Aset ou Isis au moment de sa quête. La passion d'Osiris souligne en effet qu'Isis éleva un tombeau à Osiris chaque fois qu'elle trouvait un des morceaux du corps éparpillé par Seth. Ces tombeaux feront le thème de la ville ou de la terre sainte en égyptien pharaonique. La terre est sainte en fonction du sépulcre, qui, en l'occurrence, est celui d'Osiris. Donc, résumons. La notion de terre sainte naît de ces correspondances. Parce qu'une terre est sainte en fonction du sépulcre. C'est là où tes ancêtres sont enterrés que le lieu est saint. Ça, c'est la base. Ensuite, il y aura des développements plus tard avec les religions abrahamiques, mais c'est encore la même chose aujourd'hui, puisque les lieux saints de l'islam le sont généralement parce qu'un tombeau y est. C'est une évidence. Donc, je ne vais pas, tout comme naturellement le territoire israélien actuellement, qui est une terre sainte pour certaines traditions, il est saint en fonction des tombeaux. Donc, c'est le tombeau qui fixe la notion de sainteté d'une terre. Voilà. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que cette notion naît de Banza. Banza, qui signifie ville, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est quand même un clin d'œil ou un rappel que nous pouvons faire aux Éthiopiens, aujourd'hui appelés donc Africains, qui n'ont pas conscience de cela et qui définissent des territoires saints en dehors de leur propre territoire, en dehors du lieu où leurs ancêtres sont enterrés. Parce que Osiris, c'est l'ancêtre même, c'est l'image même de la momie, c'est la pierre angulaire de la civilisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Égypte pharaonique sans Osiris. Ça, c'est une certitude. C'est la raison pour laquelle la passion d'Osiris va dire finalement que Isis va élever des tombeaux partout où elle va donc trouver un morceau du corps qui avait été éparpillé par Seth, parce que Seth a éparpillé ces morceaux sur tout le territoire. Mais c'est une façon de dire que là où elle trouvait donc un morceau, s'élevait une ville. Donc ces villes sont toutes saintes en fonction de
du déterminatif. Donc, au 49, ici, par exemple, je présente la ville dit Abydos, qui est la ville, donc la ville d'Osiris, et vous voyez donc le déterminatif. Donc c'est une ville sainte en fonction du tombeau. Donc ce signe représente le tombeau. C'est un aspect que je développe dans le livre. Ici, je n'ai pas voulu trop m'établir là-dessus, parce que nous sommes ici déjà dans le domaine des mystères, et bon, je n'ai pas souhaité être très long, mais c'est un aspect que je développe, parce que l'important du tombeau, ce n'est pas vain. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et je ne sais pas si je vais vous le faire sentir, mais comprenez-moi, croyez-moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc ce signe, qui représente en fait une croix, est le thème même du tombeau. Et c'est pour cette raison que la passion d'Osiris rappelle, et je le répète encore une fois, que Isis va élever un tombeau à Osiris partout où elle va trouver un morceau donc, du corps qui avait été éparpillé par Seth. Car c'est le thème du sépulcre qui fixe la sainteté d'une terre. Donc une terre est sainte en fonction du sépulcre. Et le sépulcre, par nature, est associé même à la figure d'Osiris, comme vous le savez. Bon. Donc c'est la raison pour laquelle on trouve donc ce signe au 49 qui sert finalement de déterminatif au thème des cités, de la ville. Donc une ville est toujours sainte pour nos ancêtres à cause de la notion d'enterrement, parce que c'est une notion qui est intimement liée à la question de la sédentarisation. Puisque si on enterre les morts, c'est parce qu'on est sûr qu'on sera toujours sur cet endroit, en ce lieu. Sinon, on les brûle, on les met dans une jarre comme font les nomades. Mais ce n'est pas notre tradition. Ça, ce n'est pas la tradition éthiopienne. Nous sommes historiquement sédentaires. C'est la raison pour laquelle nous attachons une importance particulière à la question du tombeau. Et je rappelle, ça c'est un clin d'œil ou un rappel que je fais parfois, il faut savoir que la question de la résurrection, qui est une question associée à Osiris, comme vous le savez, ne peut pas se concevoir sans la notion d'enterrement. Parce que pour ressusciter, il faut être enterré. Or, la tradition d'enterrer est une tradition attachée aux peuples sédentaires. Et les sédentaires, historiquement, ce sont les peuples éthiopiens. Ce ne sont pas les peuples nomades, donc les peuples eurasiatiques. Voilà. Donc, la question de la crucifixion et tout ce qu'elle amène comme pratique au sein des traditions, pratiques religieuses au sein des peuples, est d'abord une question associée à la notion de sédentarisation. Donc, c'est d'abord l'affaire des sédentaires et des peuples, donc des Éthiopiens, qui sont historiquement sédentaires. C'est important de le rappeler, parce que souvent, on suspend en l'air des notions, mais avec le recul, on se rend compte qu'en réalité, on fait des débats, là, il n'y a même pas lieu d'avoir des débats. Cela prouve simplement, cela démontre simplement le sens de l'histoire. Ce n'est pas de faire du tort ou de l'idéologie que de le dire. Il ne s'agit pas de cela. Ce sont simplement les faits. Mais il y a certaines personnes, des idéologues, qui refusent de reconnaître les faits et qui veulent avoir l'avantage sur certains débats en agitant de l'idéologie. Mais ce temps est fini parce que nous sommes de retour. Nous savons lire l'écriture de nos ancêtres. Et les textes ne manquent pas. C'est un travail colossal qui nous attend et un travail qui va se faire de génération en génération, car c'est cela véritablement ce qu'on appelle en fait, ce qu'on pourrait appeler la Renaissance africaine. Elle ne peut pas se faire sans ces éléments. Raison pour laquelle j'ai souhaité un hommage au professeur Cheikh Anta Diop, parce que c'est sa vision qui va se concrétiser de cette manière. Bon. Ce signe, au 49, il ne faut pas l'oublier, s'accompagne, lorsqu'il est distingué, finalement, s'accompagne d'autres signes. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de ce signe, mais je l'ai présenté un peu comme s'il était tout seul. Mais lorsqu'il s'écrit, lorsqu'on l'identifie, lorsqu'il s'écrit, il s'accompagne toujours de ces deux signes, donc qu'on peut appeler complément phonétique, mais moi, ce sont des termes que je n'emploie pas parce que chaque signe a son importance. Donc, notamment la galette de pain, pour dire que c'est un féminin, et puis le signe Z1 de la liste de Gardiner, donc qui rend compte du numéral 1, donc du chiffre 1. Okay. Donc lorsqu'on écrit Kemet, il faut savoir que l'unité est sous-entendue. Lorsqu'on écrit KMT et puis on présente ce signe comme déterminatif, l'unité est toujours sous-entendue. C'est la raison pour laquelle on parle de communauté, de nation, etc. Parce que l'unité est toujours sous-entendue. Donc même quand on ne présente pas le numéral 1 comme ici, il faut savoir que c'est toujours sous-entendu parce que ce signe, le O49, ne se passe pas du numéral 1. Donc c'est la raison pour laquelle il faut quand même interroger les mots du chiffre 1 au sein des langues éthiopiennes pour comprendre des choses importantes. Donc ici, je rappelle quand même à quoi renvoie ce numéral au sein des langues éthiopiennes. Donc nous avons ici par exemple le Kandé qui va dire Poko
1, le Jevovo et Poko 1, le Lingala Moko 1, le Fam Bok 1, le Bassa Mbok unité ou Pok premier 1, etc. Les tonnes Mok, etc., etc. Ce sont des mots très importants dans nos langues, je ne vais pas trop insister, mais c'est simplement pour dire que c'est la raison pour laquelle on rencontre de thèmes génériques du village, du pays, de la cité dans nos langues associés à cette relation, puisque cette relation est amenée par le numéral qui figure, par le signe Z1 qui figure avec le signe, qui sert de complément en fait au signe au 49. Donc c'est la raison pour laquelle du Bassa Mbok qui signifie pays, univers, mais aussi un ou unité, on obtient le Lingala Mboka, village, pays, le Wolof Bok, famille, parenté, le Wondo Mvok, qui est une variante, village, pays, parenté, Koyomboga, etc., 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 le Poto qui va dire Mboka, le chez-soi. Donc c'est cela. Donc nos ancêtres, en fait, dans une graphie qui paraît a priori simple, c'est très recherché, c'est très fouillé. C'est-à-dire les hiéroglyphes, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cette raison qu'ils ont été appelés d'ailleurs paroles divines, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il faut le savoir. Donc quand vous voyez les hiéroglyphes, on vous dit que c'est Newt. Ici, je n'ai même pas parlé de Newt, parce que cette translittération vient d'une relation, en fait, que je décris dans le livre. Je n'ai pas voulu m'apesantir là-dessus, parce que ce que je viens de dire est déjà important, et c'est ce qui n'est pas connu. Donc le Newt aussi est vérifié, puisque c'est ce Newt qui va donner le town ou Tawini en Chiluba, et puis town en anglais pour dire la ville. Donc c'est des choses que je présente dans le livre, mais je n'insiste pas trop là-dessus, parce que le temps risque de faire défaut. Donc, quand on dit Mboka ou Mboko pour dire le pays, le village, etc., cela vient simplement du complément phonétique, donc Z1, qui sert ce signe, qui sert le signe O49. Donc ce signe ne se passe pas de ce complément. Il est toujours sous-entendu lorsque vous le voyez représenté. Donc quand vous voyez Abydos se terminer avec la graphie Abydos se terminer avec ce signe, il faut savoir que le Mboka est toujours sous-entendu, naturellement. Et je rappelle que en Chiluba, par exemple, nous avons Chipoko, qui veut dire le fossé, le trou, la fosse. Donc la question du sépulcre est aussi sous-entendue. Donc quand on dit Mboka dans nos traditions, cela fait naturellement, référence au lieu du sépulcre. Le sépulcre de qui? Des ancêtres, que mobilise en fait l'image d'Osiris, qui est l'ancêtre par essence même. Cela va de soi. Donc, voilà ce que je souhaitais en fait partager avec vous. Nous arrivons au bout d'un marathon. J'espère que ce que nous avons pu dire a été compris. Et j'invite ceux qui ont cette possibilité d'acquérir les livres. Il y en a plusieurs maintenant qui sont parus. Le récent, c'est Bantou, dans lequel je présente donc, ce qui vient d'être mis ici à l'écran. Et il y a un nombre considérable d'informations que nous n'avons pas pu aborder, faute de temps. Mais j'invite ceux qui le peuvent à s'approprier ces ouvrages qui permettront de nourrir le débat et d'affiner finalement nos connaissances et d'amener au jour ce que nous appelons déjà depuis quelques années les humanités fondamentales. Donc le livre est disponible au site www.lulu.com et fera certainement l'objet encore d'une prochaine communication parce qu'il y a plusieurs choses que nous n'avons pas dites et qui restent à dire. Et voilà. Donc je vous remercie de votre temps, de votre patience et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Au TEP.